Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny et nous sommes donc quelque part en septembre, selon quand l'épisode sera mis en ligne. Mais donc pour Anna et Fanny du futur, c'est la rentrée. Pour vous, c'est la rentrée. Donc on a tous nos cartables, nos nouveaux effaceurs et notre stylo plume flambant neuf. Et toi, je suis sûre que t'étais du style à avoir des stylos plumes à l'école. Bah oui, cette Bic-Nic n'avait pas de stylo plume. Non. À ton époque, il n'y a plus de stylo plume, c'est ça. Enfin non, moi à mon époque, on écrivait avec une plume d'oie. C'est pas forcément un truc de génération. C'est plus, je sentais que t'étais du style à avoir eu à celle qui avait des stylos plumes, quoi. Moi, j'avais toujours des bics, les plumes. Mais tout le monde avait des stylos plumes. Il fallait remplacer les cartouches d'encre, là, trop pénible. Tu collectionnais les billes, tout ça, quoi. La base, oh là là, mais... On n'a pas vécu la même chose. T'as pas eu d'enfance, Anna. Tu n'as pas eu d'enfance si tu n'as pas eu de stylo plume. Vous nous direz si vous êtes team bic ou plume dans les commentaires. Mais en primaire, t'avais forcément des stylos plumes, non? C'était genre obligatoire. Je crois pas. Pas. Mais dans quelle école tu as étudié? Voilà, pardon, je voulais faire cette petite incise, mais nous pouvons passer à la suite. Et donc tout ça, c'était pour vous dire qu'on allait partir sur une thématique scolaire pour cette rentrée et qu'on avait donc choisi de vous parler du film School of Rock, qui est honteusement titré Rock Academy en français. C'est vrai que j'avais totalement oublié ce point-là. Et des adaptations qui ont suivi, son adaptation donc scénique en comédie musicale, mais aussi d'une série pour enfants dont on vient d'apprendre l'existence et qu'on a découvert à l'occasion de cet épisode. On se sacrifie pour vous, vous allez comprendre. Et c'est aussi la rentrée du Cinéma Club, et c'est donc School of Rock de Richard Linklater que l'on vous propose de venir voir ou revoir avec nous le dimanche 14 septembre à 16h, un petit peu plus tôt que les autres années. On tente maintenant l'horaire de 16h, mais toujours au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux et nombreuses. Donc, tout d'abord, School of Rock, c'est avant tout un film. C'est un film réalisé par Richard Linklater. C'est un cinéaste dont vous connaissez sûrement quelques films. Il tourne énormément dans des styles très différents, même si on voit dans ses films plus personnels des thématiques qui reviennent beaucoup, comme le temps qui passe, etc. C'est par exemple l'auteur de la trilogie Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, donc qui ont été réalisés respectivement en 95, en 2004 et en 2013. Et c'est une trilogie qui suit un couple qu'on va retrouver de film en film à différentes étapes de leur vie, donc au moment où le couple se rencontre pour la première fois, ensuite le couple se forme véritablement, puis ensuite une fois qu'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants. Couple incarné par Ethan Hawke et Julie Delpy, donc c'est des films assez cultes et très très beaux. Il a fait également le film de science-fiction en animation Scanner Darkly en 2006, qui est assez connu, et ainsi que Boyhood, un magnifique film de 2014, filmé sur 10 ans et qui suit l'enfance et l'adolescence d'un garçon. Son nouveau film Nouvelle Vague, qui était tourné en français et qui est consacré au tournage de À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960, sort très bientôt, le 8 octobre. Et même si ce n'est pas forcément évident dans son début de carrière, un certain lien avec la comédie musicale est apparu notamment ces dernières années. Son dernier film qu'on n'a pas encore vu, Blue Moon, qui n'a pas encore de sortie de date en France, et ça m'énerve, un sujet absolument génial, puisque ça se déroule le soir de la première de la comédie musicale Oklahoma, la première comédie musicale écrite par le duo Rodgers et Hammerstein, mais ça se situe du point de vue de Lawrence Hart, qui est donc, pour les connaisseurs de la comédie musicale classique, l'ancien partenaire d'écriture de Richard Rodgers, et qui constate le succès de ce dernier, donc voilà, un sujet sur l'amitié, sur les regrets, enfin vraiment j'ai très très envie de voir ce film, avec Ethan Hawke qui joue Lawrence Hart, et Andrew Scott qui joue Richard Rodgers, et qui a eu pour ce rôle le prix d'interprétation au Festival de Berlin début 2025. Et un film qui est sorti aux États-Unis ou pas encore? On se demandait la dernière fois. Non, je crois qu'il sort en octobre, donc peut-être qu'à ce moment-là, on aura une date de sortie française, mais j'ai vraiment très hâte de le voir. Et actuellement en cours de tournage, mais vous allez voir en tournage pour encore très longtemps, une adaptation de Merrily We Roll Along, donc la comédie musicale de Sondheim, qui en fait va être tournée sur 20 ans, puisque c'est une histoire, Merrily We Roll Along, qui est racontée sur 20 ans, d'ailleurs dans l'ordre inversement chronologique. Donc avec les personnages qui sont vieux au début, puis jeunes à la fin. Avec un casting assez alléchant, Paul Mescal, Ben Platt et Beanie Feldstein. Mais le film, on pourra le voir que dans genre 17 ans, quoi, puisqu'il est tourné au fur et à mesure des années. Moi, là, pour le coup, j'espère que je vivrai jusque-là, je pense que oui.
On va voir les personnages rajeunir vraiment au fur et à mesure du film. Je trouve ça passionnant et potentiellement très très beau, quoi. Vraiment, je trouve que c'est un projet magnifique et j'ai très envie de le voir dans longtemps. Pour revenir à School of Rock, je pense qu'on peut dire que pour Linklater, c'était un projet un peu moins personnel que d'autres. Plus un projet de commande pour lui, même si il était comme dans tous ses films très investi. Voilà, on sent que c'est un film un peu plus gros que ce qu'il fait d'habitude et un peu plus comédie aussi que ses films plus intimistes. Et donc, ce film, School of Rock, il a un scénario signé de Mike White, qui joue aussi dans le film. En fait, il fait le personnage du colocataire du héros. Et Mike White, maintenant, il est connu comme étant le scénariste et le réalisateur, notamment de la série White Lotus, qui est diffusée depuis 2021 sur HBO. Alors c'est trop drôle parce que j'ai fait le rapprochement là quand j'ai revu School of Rock parce qu'en fait Mike White j'ai vu une masterclass de lui il y a quelques années dans un festival de séries Ok. à Cannes et genre j'étais à quelques mètres de lui pendant 2 heures et j'ai pas percuté que c'était pourtant ce film School of Rock, je vais le redire après mais je l'ai vu plein de fois et je n'ai percuté que là que c'était Mike White, le même gars qui a écrit White Lotus et que bon bref c'est étonnant. Le film est produit par Scott Rudin, vous connaissez peut-être son nom, c'est un producteur de cinéma et de théâtre à Broadway qui a fait énormément de choses très connues et qui ont eu beaucoup de succès. Et en fait, il a fait l'objet ces dernières années de révélations pas terribles sur son comportement avec ses employés, notamment harcèlement moral, etc. Un de plus, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, quel est notre rapport à ce film, Anna? Donc, toi, tu disais, c'est un film que tu as beaucoup vu. Oui, je l'ai vu à sa sortie française en 2004 avec ma meilleure copine. À l'époque, on était en seconde. J'étais fan de rock, hein, comme je suis toujours aujourd'hui, donc c'était vraiment pile pour moi. Et ensuite, j'ai acheté le DVD que j'ai encore, et j'ai beaucoup vu ce film au fil des années, au point de le connaître vraiment très bien, même si là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu quand je l'ai revu pour l'épisode, mais je le connaissais encore quasiment par cœur, je dirais. Donc moi, c'est un film que je connaissais de nom, hein, je me rappelle très très bien du moment de sa sortie, mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir jusqu'à la préparation de ce podcast, alors que j'avais vu, on y reviendra tout à l'heure, la comédie musicale sur scène, mais j'avais pas vu le film. Alors, je serais curieuse de savoir, dites-nous si vous le connaissiez ce film, voilà, je me rends pas compte si c'est extrêmement connu du public français ou pas tant que ça. En tout cas, Fanny, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle en lisant le texte que j'ai écrit pour toi? Oui, je devais préparer le pitch, j'ai totalement oublié, donc Anna s'en est chargée. Mais je vais vous expliquer de manière extrêmement claire, comme d'habitude, de quoi ça parle, School of Rock. Donc, ça parle de Dewey Finn, le personnage principal, le personnage de Jack Black. Et donc, Dewey est guitariste et vient de se faire virer de son groupe. Pas de bol. Sans travail, incapable de payer son loyer, il a un colocataire et ce colocataire est professeur remplaçant. Et donc, suite à un coup de fil qu'il intercepte, il se fait passer pour le dit colocataire et débarque dans un espèce d'établissement huppé pour enfants de bonne famille. Je dirais que c'est un genre de collège, mais début collège. Ouais, mais il est quand même instit, il leur fait cours toute la journée, tu vois, il y a pas d'épreuves de différentes matières, donc c'est quand même une... Oui, ouais. Ils sont genre en CM2, quoi. Ouais. Et face à ses élèves, il découvre qu'ils savent jouer des instruments et de la musique, et ça tombe bien, lui, le seul truc qu'il connaît, c'est la musique. Donc, il va monter un groupe avec les élèves, et ils vont participer à un concours de groupe, donc la Battle of the Band. Ils sont pas foulés, en fait, pour le nom du concours, Oui, j'ai c'est trouvé. clair. Et voilà, le suspense est insoutenable. Vont-ils gagner ce concours? Je vous laisse là, avec ce cliffhanger. Donc un petit point sur le casting. Alors, comme tu l'as dit, c'est Jack Black qui joue Dewey Finn, donc le héros, guitariste de rock. C'est un acteur vraiment super que j'aime beaucoup, beaucoup. Un de ses premiers rôles marquants au cinéma, c'est celui de l'employé du disquaire dans High Fidelity, un film que j'aime énormément, de 2000. Ensuite, son premier rôle principal au cinéma, ça a été dans la comédie romantique L'amour extra large des frères Farrelly en 2001. Il est aussi connu en tant que musicien puisqu'il est membre avec Kai Glass du duo rock Tenacious D. D'ailleurs, en 2006, ils ont fait ensemble un film musical fantastico-humoristique qui s'appelle Tenacious D in the Peak of Destiny, donc que j'aimerais beaucoup voir mais que je n'ai pas encore vu. Oui, pour moi, Jack Black, c'était vraiment un acteur de comédie, vraiment associé à cette époque-là de la comédie du début des années 2000. Aussi, je me souviens de l'avoir vu dans Soyez sympa rembobiné. Carrément, super, ouais. Mm. J'ai bien aimé ce film.
Et j'ai appris en regardant un peu sa filmo qu'il avait fait un certain nombre de voix aussi pour les films d'animation et qu'il est notamment le panda de Kung Fu Panda. Voilà. Et C'est vrai. il joue aussi dans L'Âge de glace. Ensuite, dans le rôle de la principale de la fameuse école, donc la Horace Green School, nous avons John Cusack, qui donc joue le rôle de Rosalie Mullins. John Cusack. J'étais ravie de la reconnaître en fait parce que je me disais mais je la connais, mais évidemment John Cusack c'est une actrice très prolixe qui fait beaucoup de second rôles notamment à cette époque-là et pas mal de comédies aussi, et moi je la connais surtout pour son rôle de Debbie dans Les Valeurs de la famille Addams, formidable, un de mes films préférés je pense de mon enfance, et je me suis dit qu'on devrait faire un numéro sur la famille Addams. Voilà. Je te le dis en avant-première, je trouve que ça serait une excellente idée. Je le dis tout de suite. Halloween de l'année prochaine. Mais oui. Et donc, John Cusack, fun fact, elle est la sœur de l'acteur John Cusack. Des parents vraiment peu inspirés. Joan et John. Pas évident. Donc, on l'a dit, Mike White, il joue le rôle de Ned Schneebly, donc le colocataire de Dewey. Mike White, donc il a fait quelques autres rôles au cinéma, mais il est surtout connu pour son travail de scénariste, comme on l'a dit. L'humoriste Sarah Silverman joue le rôle de Patty DiMarco, qui est la petite amie de Ned. Elle déteste Dewey et elle essaie constamment de convaincre Ned de le virer de l'appartement. On a également un caméo de Adam Pascal, qui est très connu notamment pour avoir créé le rôle de Roger dans Rent. Il joue le rôle du leader de l'ancien groupe de Dewey. Ensuite, pour tous les enfants auxquels Dewey va enseigner, on a évidemment une ribambelle de jeunes acteurs. Mais en regardant un petit peu les vidéos de chacun, peu, je trouve, ont fait carrière ensuite. On peut malgré tout citer Miranda Cosgrove, qui donc incarne le personnage de Summer, la bonne élève, la déléguée, qui a ensuite connu une carrière de chanteuse et aussi d'actrice dans pas mal de séries jeunesse Nickelodeon. On reparlera tout à l'heure des séries de jeunesse Nickelodeon, mais apparemment elle était vraiment très très connue, en tout cas très très employée dans ce secteur-là, puisqu'elle était une des enfants actrices les mieux payées de l'année 2012. Et oui. Et elle aussi a fait de l'animation, elle est notamment la voix de Margot dans Moi moche et méchant, c'est la grande fille de Gros. Je voulais mentionner en hommage Kevin Clark qui joue Freddy, le batteur, qui est tragiquement décédé dans un accident de la route en l'âge de 32 ans. D'ailleurs, Jack Black lui avait rendu hommage. Enfin, on sent que tous ces gens qui ont tourné le film, il y a quelque chose qui s'est maintenu entre eux au fil des années. Alors, quelques mots du développement et de la production du film. Donc, apparemment, pour l'idée du film, Mike White se serait inspiré d'un album qui s'appelle le Langley School Music Project, qui est en fait un album d'enregistrement de chansons de chorales d'enfants qui vont interpréter des tubes pop, des Beach Boys, de Paul McCartney ou encore de David Bowie. Et c'est quelque chose qui aurait été enregistré à la fin des années 70, en 76-77, mais qui est sorti en 2001, 25 ans plus tard, et ça a été un très très gros succès. Donc apparemment, c'est ça qui lui a donné l'idée du film, enfin le fait de se concentrer sur une chorale d'enfants, enfin ici un groupe d'enfants plutôt. Le tournage du film s'est effectué en décembre 2002 dans la région de New York. Et fun fact, l'école qui est représentée dans le film, c'est le Men's Hall du Wagner College à Staten Island. Donc si vous êtes fan du film et que vous allez à New York, vous pouvez aller à Staten Island, voilà, je sais pas, prendre une petite photo sur les lieux où ça a été tourné. Alors concernant la bande-son, qui est évidemment très importante dans le film, on va avoir de nombreux tubes de rock qui émaillent le film, soit évidemment en musique extra-diégétique pour illustrer les différentes scènes, soit pour certaines chantées par Dewey, ou un peu aussi par les enfants, et notamment le final. En fait, le générique de fin se déroule sur une dernière scène musicale sur la chanson d'ACDC It's a long way to the top if you want a rock and roll. Il y a plein de moments musicaux hyper plaisants dans le film, notamment qui se déroulent dans la salle de classe, par exemple, lorsque le prof les fait jouer pour la première fois. Il va apprendre à Zach quelques riffs de rock connus. Si on connaît un petit peu le rock, on reconnaît qu'il joue Smoke on the Water, il joue Highway to Hell. Et ensuite, il attribue à chaque élève son rose. C'est amusant. Au moment où il auditionne très très rapidement, bien sûr, les choristes, on va avoir un extrait chanté de Annie, puisqu'il y a la petite blonde là qui chante super bien, qui chante Tomorrow. Et puis Summer, la bonne élève, qui chante très très mal un extrait de Memory de Cats. Outre ces tubes de rock, on a également, dès le film, si je puis dire, qui n'est pas tout à fait qui n'est pas une comédie musicale, mais voilà, qui fait partie de ces films sur la musique, qui ont beaucoup de moments musicaux. On a donc aussi des chansons originales. Oui, alors on a, pour commencer, In the End of Time,
qui est une chanson écrite par Dewey, qu'il chante a cappella devant les élèves en essayant de leur expliquer les arrangements, la mise en scène. J'adore vraiment ce passage, parce que voilà, Jack Black, il est très investi, il incarne le truc, puis il explique, et au moment même temps qu'il chante, il dit « Et là, il va y avoir un roulement de batterie, et là, etc. » Enfin, j'aime beaucoup ce moment. C'est assez amusant parce que ça imite un style de rock entre je dirais, le rock progressif et le métal un peu. Ces espèces de récits très épiques, très grandiloquents, à la fin des temps, un héros, machin. Et en fait, ça me fait trop rire parce qu'il chante, à un moment quand il chante But the legend of the rent was way past due. Et donc, le choc entre le côté épique d'un héros légendaire et la trivialité de sa problématique qui est de payer son loyer. Je trouve ça vraiment très amusant. Petite chanson très rigolote, c'est Math is a Wonderful Thing, qui est une chanson improvisée par Dewey quand en fait la directrice vient visiter la classe pour voir si tout se passe bien. Et il fait croire qu'il a des méthodes pédagogiques originales à base de chansons pour apprendre les maths. Bon, c'est plutôt rigolo. Autre chanson originale, c'est Step Off, très rigolo, qu'il improvise un petit peu dans la classe avec les élèves, en leur permettant d'exprimer leur colère joyeusement, puisque chacun va proposer un exemple de choses qui l'énervent, donc le fait de pas avoir d'argent de poche, le fait qu'il y ait d'autres élèves qui embêtent dans la cour d'école, etc. Et à chaque fois, Dewey incorpore chaque proposition des élèves aux paroles de la chanson, et ça fait un truc très sympa à la fin. Et enfin, la chanson phare du film, donc qui s'appelle School of Rock, qui est présentée comme étant composée par Zach, le jeune guitariste prodige du groupe. Donc voilà, très connu, si vous vous souvenez du film If you wanna be the teacher's pet. Bon, c'est avec plein de métaphores autour du professeur, de l'école, etc. Et dans un move très classique du film Backstage, on va y revenir, au tout dernier moment, finalement, le groupe choisit de chanter plutôt cette chanson que celle qui avait été proposée par Dewey lors du concours final. Alors, quelques éléments d'analyse sur ce film, et aussi notre avis sur School of Rock. Ouais, donc comme j'avais commencé à le dire, c'est un film qui s'inscrit finalement dans le genre Backstage, puisqu'il s'agit de préparer un spectacle. On voit comment le groupe se forme, se perfectionne, rencontre des difficultés, etc. Je trouve que ça rentre vraiment dans la thématique. C'est aussi un exemple du film de concours, c'est un genre de film que j'aime beaucoup. L'exemple, par exemple, assez connu, ça va être Little Miss Sunshine, donc où l'objectif des personnages va être, à la fin du film, de remporter un concours, et souvent, le concours va être le climax narratif du film. Remporter ou pas n'est pas forcément l'important, mais voilà, il y a toujours cet objectif qui porte les personnages de bout en bout. Une référence, enfin pas forcément une référence évidemment parce que ça vient après, mais un comparatif aussi assez évident, je pense que c'est Glee, notamment sur les premières saisons où à chaque fois on a aussi le concours des regionals et des sectionals, ce qui va rythmer, pour le coup pas le film, mais carrément la saison. Donc on est aussi sur la même problématique, et comme tu le disais précisément, aussi l'idée que on gagne pas forcément, mais que c'est pas grave, quelque chose qui est pas si souvent mis à l'honneur aussi dans ce genre-là. Parce que moi je m'étais dit, est-ce qu'il va y avoir un retournement, que finalement ils vont gagner? Non, ils gagnent pas, mais c'est pas grave, parce que l'important c'était de participer, l'important c'est évidemment le bonheur qu'ils tirent du fait de jouer ensemble. Et moi il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est le moment où ils forment justement le groupe, ce qui deviendra dans la comédie musicale ensuite la chanson You're in the Band, et donc il va distribuer les rôles entre les enfants. J'aime bien parce que ça renoue vraiment avec la célébration du caractère collectif du spectacle. Avec cette idée que ceux qui font le spectacle, c'est à la fois ceux qui sont sur scène, donc les membres du groupe, mais aussi tous ceux qui leur permettent d'exister, de performer, les techniciens, même les producteurs et même le public, puisqu'il y a les groupies qui font partie de la classe. C'est aussi un moment qui est pas mal, je trouve, parce que ça montre bien l'ambiguïté du personnage de Dewey, parce qu'au début, il distribue les rôles vraiment au pif, à la tête du client, en se basant sur des stéréotypes parfois pas très glorieux, par exemple le fait que c'est les filles les plus fillettes, entre guillemets, voilà, qui vont faire les groupies. Mais finalement, comme il en a un petit peu rien à foutre de ce que chacun sait, il ajuste si ça convient pas à tel ou tel enfant, et chaque enfant va finalement trouver un rôle dans lequel il peut s'épanouir, parce que le prof n'en a rien à foutre. Totalement d'accord. Et moi je trouve que ça participe d'une espèce d'énergie positive du film, un côté très feel good que j'ai toujours beaucoup apprécié. Mais aussi avec des choses un peu touchantes sur, comme t'as commencé à le dire, un peu cette manière dont le héros considère ses élèves, et finalement d'une forme de je m'en foutisme vient à les prendre un peu sous son aile, et notamment leur donne confiance, notamment certains élèves qui va découvrir être plutôt timides, plutôt solitaires, etc. Oui, et là aussi, je trouve qu'on retrouve quelque chose de Glee dans cette idée que plein d'élèves un petit peu underdogs, ou alors qui sont pas reconnus par le système scolaire, vont se révéler dans la musique.
que ce soit l'élève turbulent qui va canaliser son énergie dans la batterie, ou celui qui est au contraire tout réservé parce qu'il est écrasé par la pression scolaire que lui met son père. Là encore, je trouve qu'il y a un point commun avec lui. Ouais. Je trouve que les personnages des enfants sont globalement assez bien écrits, avec chacun sa personnalité différente. Alors bien sûr, ça correspond peut-être parfois un peu à des stéréotypes, mais globalement, ils ont tous quelque chose de mémorable qui permet de s'attacher à eux et de les apprécier. J'apprécie particulièrement, par exemple, les scènes qui permettent un peu de fouiller les personnages des enfants. Par exemple, la scène avec Lawrence, le pianiste, qui est très timide et qui vient voir Dewey en lui disant je peux pas faire partie d'un groupe, je suis pas cool. Je trouve que c'est assez bien la manière dont le personnage de Dewey lui répond en disant si tu fais partie d'un groupe, donc tu es cool. Et cool, c'est pas une identité, c'est ce que tu en fais. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est positif en fait la manière dont il le présente. Et pareil avec le personnage de Tomika, donc qui est la jeune chanteuse en fait, qui au début, comme elle est grande et grosse, il lui a attribué le rôle de roadie, donc ceux qui portent les les machines et tout, et en fait elle se révèle être une chanteuse exceptionnelle. Du coup il la met comme chanteuse, et elle vient le voir juste avant le concert pour lui dire qu'elle a peur d'être jugée parce qu'elle est grosse. Et il lui dit mais on s'en fout, il explique que Aretha Franklin par exemple c'est une grande chanteuse, elle était grosse et on s'en fout. Et cette scène elle fait vraiment plaisir, je sais pas, elle est juste, elle est positive, elle fonctionne encore aujourd'hui, c'est exactement le genre de propos qu'on veut sur la question de l'acceptation de soi, enfin voilà, j'aime beaucoup cette scène. Ouais, moi aussi ça m'a marqué, je me suis dit, enfin, c'est cool qu'ils lui disent pas, mais non, t'es pas grosse, mais genre, bah, moi aussi, et genre, qu'est-ce qu'on a à foutre, quoi. Exactement. Mais c'est pour ça que voilà, le personnage de Jack Black aussi apporte quelque chose, quoi. C'est super que ça soit lui, qu'il soit comme il est. Enfin voilà. Je trouve que ça participe du propos du film, quoi. Et ouais, c'est ça. Et le prof aussi, j'aime bien le fait qu'il accueille leurs avis, il accueille les propositions. Évidemment, au début, comme on a dit, il est un peu égocentrique, etc. Mais de plus en plus, à mesure que le film avance, il va prendre en compte ce que disent les élèves. Comme quand il accepte tout de suite le gamin qui est trop mignon, là, qui est fan de Liza Minnelli, là. Je sais plus ce qu'il lui attribue comme rôle au début, mais très rapidement il dit non, je veux pas faire ça, je veux devenir styliste, je veux être le styliste du groupe. Et le prof dit direct oui bien sûr, pas de souci. Et il y a aussi bien sûr le fait qu'il accepte à la fin de jouer la chanson écrite par le jeune guitariste Zach et non pas sa chanson à lui. Oui, ce qui est pas mal, c'est que le film aussi, il nous montre progressivement que le prof a aussi été changé par les élèves. Parce qu'au début, il voulait juste se faire mousser sur le dos des enfants, enfin voilà, limite se mettre en avant avec un ensemble constitué d'enfants. Et après, on voit que ça devient autre chose parce que, moi, au début, je trouve que ça peut quand même devenir rapidement un peu cringe, cette affaire. Oui, mais clairement, si on prend pour argent comptant tout ce qui se passe au début, clairement, c'est un manipulateur, un menteur, et il fait tout ça pour gagner un espèce de concours obscur dont on se fout, mais le film est décrit d'une telle manière que finalement, c'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est l'attachement progressif du prof aux élèves et des élèves aux profs, quoi. Un moment que j'ai trouvé un peu cringe, malgré tout, c'est quand il fait croire aux sélectionneurs, justement, pour Battle of the Band, que ce sont des enfants gravement malades et voilà, que c'est pour ça qu'il faut malgré tout les sélectionner, même s'ils sont arrivés en retard ou je sais pas quoi. Là. Et bon, je trouvais que c'était un peu limite comme genre de blague. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que il dit qu'ils ont une maladie qui s'appelle la Stick it to the man Osis. Et donc, Stick it to the man, c'est l'espèce de slogan, voilà, qu'il a dans sa pédagogie. Donc ça, c'est quand même drôle. Donc ça passe, mais je trouve qu'on est quand même au borderline du cringe, là. Ouais, il y a quelques petits moments comme ça. Mais je trouve que globalement, ça va. Franchement, des comédies de cette époque-là, beaucoup plus cringe que ça, il y en a beaucoup. Sur la manière dont le rock est présenté dans le film, on va dire que le film montre de manière évidemment un peu caricaturale, un peu simpliste, le rock, on va dire comme un état d'esprit de liberté, un état d'esprit de having fun, d'anticonformisme aussi. Hein. Il explique que donc le rock, comme tu l'as dit, stick it to the man. Le rock, c'est le fait de s'opposer au man. Et le man, je crois que dans les sous-titres français, c'est traduit par le boss. Donc c'est tout ce qui représente l'autorité en fait. Donc le rock comme étant une volonté de s'opposer à l'autorité. C'est des trucs très basiques, mais ça fonctionne bien dans on va dire, le contexte du film. Ça fonctionne avec le fait de placer l'intrigue dans une école privée très chic, où les élèves sont très sérieux, ils ont pas de loisirs, et en fait, Dewey va leur ouvrir des horizons, les sortir de leur chemin tout tracé par leurs parents. Ça m'a fait penser un peu dans un style vachement différent bien sûr,
la dynamique, on va dire prof-élève dans le cercle des poètes disparus. On a un prof original et charismatique qui débarque dans un établissement pour élèves de la haute société et qui leur révèle finalement qu'il est possible de se rebeller, qu'il est possible de trouver un autre chemin, notamment via l'art, via la poésie, via le théâtre, dans le cercle des poètes disparus, via le rock dans School of Rock. Évidemment, dans School of Rock, ça ne vire pas aussi dramatique, et même les conflits sont un peu trop facilement désamorcés. Par exemple, le père extrêmement strict de Zach, tout d'un coup, dès qu'il voit son fils au concert de rock, au lieu de hurler et de vouloir tout faire annuler, il dit « Ah, mon fils, en fait, c'est un génie de la guitare électrique. Bon, ben c'est bon. » J'accepte. C'est un peu rapidos, mais voilà, c'est une comédie, donc forcément, il y a des raccourcis narratifs, on va dire. Oui, il y a vraiment cette idée que tous, alors qu'ils débarquent en furie, l'approviseur et tous les parents d'élèves qui évidemment sont horrifiés par le fait que leurs enfants aient été confiés à un usurpateur, vont être transformés par l'expérience du concert. Il y a vraiment quelque chose d'un peu presque mystique, tu vois, où c'est vrai. Tous baignés dans la foule, ils vont... C'est la magie du rock. Aussi, j'ai trouvé ça un peu étrange. Non, mais c'est sûr, parce que surtout maintenant, en tant que parent, tu te dis, si tu découvrais mais que oui, depuis des mois, le prof, c'est pas un vrai prof qui ment, même s'il lui apprend le rock, je dirais, attends, c'est quand même pas terrible. Un truc que j'ai trouvé intéressant à propos de ce fameux prof usurpateur, c'est que il va aussi leur donner une véritable culture du rock. Alors moi, je suis moins experte que toi, Anna, mais je trouvais bien qu'ils se disent, bon, bah voilà, va y avoir la pratique, mais va aussi avoir l'histoire du rock, voilà, rock history, qui va leur donner, enfin, il décline en fait un peu tout l'aspect théorique du rock. Il va leur donner des devoirs précis. Il va leur dire d'écouter certains disques, voire même certains passages en fonction de ce qu'ils doivent interpréter dans le morceau, en fonction de pour nourrir finalement leur propre performance. Et je trouve que c'est une façon de réhabiliter, de prendre au sérieux la musique dite populaire qui diffère un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et en fait, on dépasse aussi la traditionnelle opposition musique légitime, musique classique versus musique illégitime, musique populaire, qui va valoriser la musique populaire au motif que c'est la seule qui peut le plus fidèlement possible transcrire des émotions brutes. Et il y a toujours cette idée que voilà, la musique moins savante, c'est la musique la plus authentique. Là, c'est de montrer que la musique populaire, donc le rock, c'est aussi une musique qui a une histoire, qui a ses grands compositeurs, ses grands interprètes. Donc, ouais, c'est vraiment un travail de légitimation du rock, finalement. C'est vrai. C'est aussi le côté, voilà, on enseigne les arts du spectacle. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Je trouve qu'on voit pas tant que ça. Par exemple, dans Glee, pour le coup, il y a zéro histoire de la musique, hein. Zéro théorie. C'est vrai. C'est vrai, ils enseignent jamais les styles musicaux, comment ça évolue. Ouais, même sur la comédie musicale, tu vois, c'est juste les morceaux qu'ils aiment et les morceaux qui vont transcrire leurs émotions, mais il n'y a pas cette mise en perspective. Et ouais, ça m'a étonnée. J'ai bien aimé vraiment cet aspect-là. Bon, je l'ai déjà dit, le personnage de Dewey me paraît malgré tout un petit peu ambigu, surtout au début du film. Il y a une progression, mais alors ce que je trouve très dur à supporter au début du film, c'est de se dire que c'est lui le héros et qu'il n'est pas en tort face à notamment la petite amie de Ned qui lui dit que c'est un boulet fini et que et qu'il faut qu'il arrive à payer sa part du loyer. On nous fait croire que c'est elle qui est insupportable. Enfin, je pense que c'est le héros, genre anti-héros, tu vois. Mais moi, j'ai du mal à entrer dans le film comme ça. C'est lui qui est en tort, pas elle. Elle a raison. Et encore plus, je trouve que c'est encore plus flagrant, quand elle découvre en fait qu'il a monté tout ce truc, qu'il s'est fait passer pour Ned et tout, et que du coup elle appelle l'école pour leur dire, mais elle a raison, évidemment. Oui. Il est, quoi? Tu as appelé la police? Oui. Ben oui, mec, tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre et tu t'es coupé des enfants alors que t'as aucune qualification pour ça, enfin bref. Donc, en fait, c'est ça, c'est le truc qui est dommage dans le film, c'est ce personnage vraiment pénible de la petite copine. C'est une écriture misogyne, hein, faut être clair. L'écriture d'un personnage de la petite amie chiante, qui a aucune qualité, qui est présentée comme une stuck-up bitch, une connasse coincée, carrément la némésis, évidemment, du rocker à la cool, comme Dewey. Avec cette idée aussi qu'elle castre son copain, quoi. C'est qu'elle l'empêche, lui, de continuer à être musicien. Et oui, d'ailleurs, à la fin, c'est présenté comme une libération, parce qu'il l'envoie chier. Avant, il est tout comme ça, à chaque fois qu'elle dit un truc, on voit mais il dit, en gros, j'ai eu du mal à trouver une copine, alors je dis rien, machin. Ah oui, ça fait vraiment...
Ça fait vraiment le mec, oui, comme tu dis, présenté comme étant émasculé par sa copine, et c'est vraiment le truc qui est mal écrit et un peu bête dans le film, quoi. C'est vraiment dommage. Et bon, on le dira peut-être plus tard, mais il me semble que cet aspect est moins lourdingue dans la comédie musicale. En tout cas, j'en avais pas Ok. du tout le souvenir. Typiquement, ce genre de truc, on peut effectivement retravailler assez facilement. Hein. C'est vraiment très, très paresseux comme écriture, en fait. C'est un peu trop une écriture de sitcom, quoi, de personnage très unidimensionnel. Elle a pas le droit à une évolution entre le début et la fin, elle. Contrairement à, par exemple, la directrice de l'école, etc. Elle est vraiment connasse du début à la fin, et jamais il y a de possibilité de s'identifier à elle, de prendre en compte son point de vue. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une erreur d'écriture, en fait. Dans le personnage de la directrice de l'école, puisqu'on en parle, je trouvais assez rigolo cette idée que parce que une fois bourrée, elle a elle a chanté. Alors j'ai oublié Oui, c'est Edge of Seventeen, chanson de Stevie Nicks, qui est hyper bien. J'aime beaucoup la scène où elle se met à la chanter comme ça, ce qu'elle passe à la radio. Enfin, c'est plutôt chouette. Et pour Dewey, c'est à la fois l'idée que en fait elle peut être cool, et du coup il l'appâte par ça en la faisant boire. Il lui parle il met la chanson dans le jukebox. Donc il y a l'idée que le rock, enfin la musique et plus spécifiquement le rock, va réveiller quelque chose d'enfoui au fond d'elle-même. Enfin ça aussi c'est très, ça fait partie aussi, je trouve, un peu des topos de la comédie musicale. Voilà, que la musique va te permettre de retrouver quelque chose que tu avais perdu. Dans les moments random qui m'ont fait rire, même si je les ai pas tout compris parce que j'avais pas la ref, c'est le moment où il répond à une question sur la pédagogie parce qu'il est coincé à la table des profs et on lui demande un avis pédagogique. Alors lui, il a zéro avis sur rien, évidemment. Et donc il répond à la question, je sais même plus quelle était la question, mais il répond en enchaînant en fait des paroles de chansons. Mais ça peut quand même vaguement faire sens dans la conversation. Alors là, le truc qui m'a fait me douter que c'était sans doute une blague, c'est quand il dit "Children are the future". Mais parce que ça m'a fait penser à Crazy Ex. Mais bon, bref. Oui, c'est quand il dit "Let the children laughter remind us how we used to be", un truc comme ça. Et ça, ce qui est doublement drôle, je trouve, c'est que c'est pas des paroles d'une chanson de rock, c'est des paroles d'une chanson d'un slow, en fait, de Whitney Houston, The Greatest Love of All. C'est ça qu'il cite, en fait. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que finalement, ce qui lui vient en premier, il a pas trouvé d'exemple sur la pédagogie dans le rock. Il a trouvé ça chez Whitney Houston. Dans le truc très sentimental, quoi. C'est marrant. Alors, quelques mots sur la sortie du film. Donc, aux États-Unis, le film est sorti en octobre 2003, distribué par Paramount Pictures. Il a rapporté 131 millions de dollars pour les recettes mondiales et donc pour un budget de 35 millions de dollars, donc un film très rentable et qui, à l'époque, en fait, bat des records. C'est même la comédie musicale la plus rentable de tous les temps, jusqu'à la sortie de Pitch Perfect 2 en 2015. C'est aussi un film qui a non seulement rencontré son public, mais eu globalement des critiques plutôt positives, en particulier pour la performance et l'humour de Jack Black. Alors en France, le film est sorti le 24 mars 2004 et il était titré, comme tu l'as dit au début Fanny, Rock Academy. À savoir que Star Academy, donc la célèbre émission de télé-réalité musicale, a commencé en 2001. D'autres films ont eu le droit à ce traitement, comme le teen movie qui s'appelle, je crois en anglais, Not Another Teen Movie, qui s'est retrouvé à s'appeler Sex Academy en 2001. Je me souviens plus s'il y a d'autres exemples, il y a peut-être un ou deux autres exemples, mais voilà, c'était vraiment complètement idiot, genre c'est une école, c'est le rock, donc Rock Academy, mais c'est pas du tout en même temps le même public que le public qui regarde la Star Academy, donc je sais pas ce que les distributeurs français ont cherché à faire. Et si on peut juste revenir une seconde sur l'exemple de Not Another Teen Movie, c'est même, comment dire, un contresens total. Parce que le titre anglais dit pas de ces teen movie de plus. Oui. Et Sex Academy est en mode, qu'est-ce qui peut faire exactement comprendre au public que c'est un teen movie? Bah, il y a du sexe. Et Academy, parce que c'est dans une école. Donc c'est je sais pas, c'est un contresens. Oui, complètement d'accord, c'est un contresens. Pour revenir à, donc, Rock Academy, dans la VF, la voix de Jack Black a été assurée par l'animateur Sébastien Coé, l'horrible animateur Sébastien Coé. Idée absolument affreuse, il y a zéro rapport, c'est pas un rocker, s'ils avaient choisi un rocker français, tu vois, ça aurait fait sens. Aucun rapport, à part que Sébastien Coé est gros. C'est à peu près le seul rapport qu'il y a entre Jack Black et lui. Donc c'est une honte, en plus le doublage est très mauvais. Et du coup, Sébastien Coé se retrouve numéro 1 du classement des pires doublages de stars par le youtubeur Mr. Fox. Certains d'entre vous connaissent peut-être, il est assez connu, c'est un youtubeur qui est spécialisé sur la thématique du doublage. Et il a fait un top des pires doublages par des stars, quoi, où on choisit une personne juste parce qu'elle est connue pour doubler. Et je vous mettrai le lien, c'est très très drôle la manière dont il commente le doublage complètement lamentable assuré par Sébastien Coé.
Le film en France a cumulé seulement un peu plus de 200 000 entrées, donc c'est vraiment pas spécialement un succès, alors qu'au contraire, aux États-Unis, c'est un film qui a vraiment fonctionné. Oui, aux États-Unis, c'est un film qui est vraiment devenu culte, au point que en août 2013, on a eu une projection événement à Austin, au Texas, pour le 10e anniversaire du film, en présence de plusieurs membres du cast, hein, comme tu disais tout à l'heure, voilà, un cast qui a grandi, mais est resté, on va dire, très identifié au film. Donc voilà, un événement anniversaire qui prouve que même une dizaine d'années plus tard, le film a encore su toucher aussi sans doute des nouvelles générations de spectateurs. Oui, et d'ailleurs, cette projection anniversaire était aussi suivie par un petit concert, donc de Jack Black avec les enfants, enfin qui ne sont plus enfants du coup à ce moment-là, dont on peut trouver des passages sur YouTube, on vous mettra le lien sur notre site. Et quand on parlait de la différence de réception de School of Rock aux États-Unis et en France, on peut aussi peut-être penser à Pitch Perfect, qui a un petit peu eu le même destin, où voilà, aux États-Unis, c'est devenu vraiment une franchise hyper lucrative. Hein, on l'a dit, le 2 avait eu un très gros succès. Mais en France, bon, ça reste un petit peu confidentiel. Hein. Je me rappelle de la sortie du premier opus, il avait été diffusé au Publicis. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très confidentiel. Donc, est-ce que c'est que en France, ben, évidemment, à l'époque, le marché n'était sans doute pas prêt à accueillir comme ça des grosses franchises, à la fois teen movie et musicales. Aujourd'hui, c'est sans doute un peu différent, encore une fois, parce que Glee est passé par là. Mais à l'époque, en 2015, je pense que le marché n'était pas prêt, que les distributeurs n'ont aussi sans doute pas trop su le vendre au public français, comme d'habitude. C'est ça. Alors, évidemment, un film à succès, un film qui fait de l'argent, qu'est-ce que ça appelle? Ça appelle une suite. Alors, il y a eu des rumeurs de suite. Un certain temps, en fait, même depuis 2008, des déclarations de Jack Black auraient fait supposer une suite en projet, avec à nouveau d'ailleurs Richard Linklater à la réalisation et Scott Rudin à la production. Mike White reprendrait également son rôle de scénariste, et cette suite, donc qui était en projet, aurait été intitulée School of Rock 2 America Rocks. Le pitch: Finn aurait été à la tête d'un groupe d'élèves d'une école d'été lors d'un voyage scolaire à travers le pays qui explorerait l'histoire du rock'n'roll. Le coup que ce soit une école d'été, ça m'a fait penser un petit peu à High School Musical 2. J'allais dire ça. Voilà. Quand tu sais pas quoi faire pour le 2, quand t'as un 1 qui est school, bah t'as un 2 qui est summer school. C'est exactement ça. Ça m'a fait bugger. Je trouvais que c'était plutôt un bon pitch en fait. Mais bon, finalement, ça se fera pas, apparemment simplement pour des questions d'emploi du temps qui ont jamais collé. Même si apparemment Jack Black il aime bien de temps en temps dire mais c'est pas totalement enterré. Bon, je ne sais pas s'il y aura une suite un jour, sans doute avec d'autres enfants du coup, mais... Ben, Jack Black, j'ai vu dans un interview qui disait que c'était un peu le rôle, enfin en termes de cinéma en tout cas, parce qu'il a toute sa carrière de musicien, mais un peu le rôle de sa vie. Donc je pense que ça lui tient beaucoup à cœur et qu'il aimerait beaucoup faire la suite. En plus, je suis d'accord avec toi, ça fait plutôt envie comme pitch. Mais je me demande s'il n'est pas un peu mal barré avec Scott Rudin, si c'est vu qu'il est maintenant la mauvaise réputation qu'il a, et en même temps qu'il doit plus ou moins avoir les droits, alors je sais pas trop si ça pourra se faire malheureusement. Bon, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et donc, c'est un film, on l'a dit, qui a été adapté en comédie musicale en 2015, à Broadway d'abord, au Winter Garden Theatre, et ça s'est joué de 2015 à 2019. Et la musique de cette comédie musicale, alors j'avais totalement oublié ça avant qu'on travaille pour le podcast, c'est une musique qui est signée par Andrew Lloyd Webber, hein, bon, qu'on ne va pas vous faire l'affront de présenter. Mais on mentionnera tout simplement que c'est un projet, parce que c'est un compositeur très prolixe, Andrew Lloyd Webber. Ouais. C'est un projet donc il compose après Stephen Ward, que je ne connais pas du tout, mais qui donc est une œuvre qui apparemment traite de l'affaire Profumo de 1963. Les paroles de School of Rock, la comédie musicale, sont signées de Glenn Slater, qu'on connaît aussi beaucoup, hein, qui est notamment celui qui a écrit les paroles de Réponse de Disney, et aussi de la comédie musicale Sister Act. Et le livret est de Julian Fellows, qui est le créateur de Downton Abbey, et qui a aussi écrit le livret de la comédie musicale Mary Poppins. Fun fact, School of Rock ayant été présenté en première mondiale à Broadway plutôt que dans le West End, pour des raisons, on va dire, peu glorieuses, parce que apparemment c'est en raison des lois plus souples sur le travail des enfants aux États-Unis qu'en Angleterre.
Et ça en fait donc la deuxième comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber à avoir été jouée d'abord à Broadway et ensuite à Londres, la première étant Jesus Christ Superstar. Et autre fun fact, School of Rock se joue donc au Winter Garden Theatre à Broadway, là où Cats, autre comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, s'était jouée pendant 18 ans. Concernant le cast original de cette comédie musicale School of Rock, dans le rôle de Dewey, on avait Alex Brightman. C'était son premier grand rôle à Broadway, il avait été nommé au Tony en 2016, avant son explosion dans le rôle de Beetlejuice pour la comédie musicale du même nom en 2019. La principale, ou la directrice de l'école, je sais pas exactement comment on dit, est interprétée par Sierra Bogues. Étonnant. Gros changement par rapport à ses rôles, on va dire, de soprano, comme dans Phantom of the Opera ou dans Love Never Dies, où elle a créé le rôle de Christine. Gros changement aussi par rapport à son rôle, par exemple, de princesse Disney dans La Petite Sirène. Voilà, on est sur un autre registre, beaucoup moins lyrique et enchanté, mais intéressant pour elle, j'imagine. À noter également Luca Padovan dans le rôle de Billy, donc c'est le garçon styliste du groupe de rock. Luca Padovan, c'est lui qui joue notamment le petit frère de Rebecca dans Crazy Ex-Girlfriend. Concernant la musique de cette comédie musicale, quelques chansons reprises du film, In the End of Time, donc l'espèce de tube de Dewey là, de rock un peu épique. La petite chanson Math is a Wonderful Thing, mais qui n'est pas présente sur l'album, donc j'imagine que c'est juste une petite chanson en passant au sein d'une scène. Et puis la chanson titre très connue du concours final, School of Rock. Dans les chansons ajoutées, on va avoir des morceaux qui développent certains moments clés du film, comme tu l'as mentionné tout à l'heure Fanny, la chanson You're in the Band, qui est au moment de la formation du groupe. Vous pouvez regarder la vidéo où le cast de la comédie musicale l'interprète au Tony Awards 2016. Il y a aussi la chanson Stick It to the Man, qui est la leçon du prof sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, la nature rebelle de la musique rock. Et on va évidemment avoir aussi des chansons développées pour les personnages secondaires, notamment la principale. Elle chante une chanson par exemple qui s'appelle Where Did the Rock Go, qui est une assez belle ballade rock. De façon assez classique, quand on passe de l'écran à la scène, on va pouvoir développer un certain nombre de personnages secondaires, notamment ici des personnages féminins. Et c'est peut-être ce qui va aussi contribuer à calmer un peu la misogynie de cette œuvre-là en comparaison au film original. Même d'ailleurs la fameuse Patty, l'horrible petite amie de Ned, a une chanson, mais là encore il s'agit d'une chanson qui est coupée qui ne figure pas sur l'album. Alors peut-être que c'est plutôt un bout de chanson qu'une chanson. J'avoue que je me souviens pas pour le coup. Mais encore une fois, elle m'était apparue moins insupportable que dans le film. La comédie musicale donc développe un petit peu les personnages féminins et va aussi développer les personnages des enfants. Là encore, on va avoir un petit peu plus de temps de s'attarder sur les histoires de certains élèves et notamment on va les voir chez eux. On voit justement cette pression que leur mettent leurs parents. Donc ça aussi, ça va, on va dire, ajouter du corps à un certain nombre de personnages des élèves. Oui, il y a notamment une chanson qui revient, il me semble, à plusieurs reprises dans la bande-son. C'est If Only You Would Listen, qui va montrer des enfants justement qui se sentent seuls, qui se sentent incompris, ignorés de leurs parents. Voilà, on a vraiment cette dimension de vouloir rentrer aussi dans l'intimité des personnages des enfants. C'est donc une comédie musicale que j'ai vue à New York en octobre 2017. Je l'ai vue tout simplement parce que j'avais gagné des places à la loterie. Donc j'avais vraiment aucune... D'ailleurs, même pas spécialement envie particulièrement de voir cette comédie musicale. Comme je l'ai dit, je connaissais pas le film, j'en avais plutôt d'ailleurs un peu une mauvaise opinion. Enfin, pour moi, c'était prendre une comédie, donc quelque chose de pas forcément très légitime. Mais j'ai été super agréablement surprise. Franchement, on avait passé un très bon moment. Bon, comme d'habitude, j'ai du mal à avoir un souvenir précis des performances, mais je me souviens malgré tout avoir été marquée par quelques chansons. Stick It to the Man, You're in the Band. Ça m'avait marqué sur le coup. Je pense que je les avais un petit peu réécoutées par la suite. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand j'ai vu le film, la première scène justement où il parle du man, voilà, où il commence un peu à dire stick it to the man. Je sais pas comment le dire, mais dans le film, je trouvais que ça appelait vraiment une chanson. Je sais pas si t'as eu cette impression-là. C'est qu'il y a vraiment une espèce de pause, voilà, où il développe un truc et t'as l'impression qu'il en faut un petit peu plus pour développer. Donc, faut mettre une chanson à ce moment-là. Dans n'importe quel film, quand tu peux pas, voilà, tu mets une chanson. Et bon, ça me le fait pas pour tous les films, mais là, je me dis, ah oui,
on voit que c'est naturellement un film sur la musique, donc ça se passe bien l'adaptation en comédie musicale, mais là je trouvais carrément que il manquait la chanson, tu vois, comme moi j'avais comme référence d'abord la version scénique. Je me rappelle aussi assez bien finalement du grand décor. Enfin, ça m'a rafraîchi la mémoire quand j'ai regardé vite fait quelques images sur YouTube. Mais c'est vrai que le décor de l'école, voilà, on a une grande salle de classe et aussi des panneaux, voilà, qui bougent pour se balader entre guillemets entre les couloirs. Ça fonctionne assez bien. Voilà, c'est quand même malgré tout une grosse production, alors que ça pourrait se cantonner à quelques tables de classe. Donc le décor, enfin la scénographie était plutôt chouette et surtout, ce dont je me souviens le plus, c'est évidemment de la virtuosité des enfants, parce que voilà, à chaque fois qu'on va assister à des productions à Londres ou à New York, on est épaté par le professionnalisme de tous ces jeunes acteurs, dont pour la plupart, c'est évidemment, comme on dit, le Broadway début, que j'ai regardé le Playbill. C'est le Broadway début de tous ces jeunes et qui sont absolument, voilà, comme un peu à la Matilda, quoi, bluffant de perfection. Alors pour finir sur la comédie musicale School of Rock, elle a été transférée sur le West End en 2016 et s'est jouée jusqu'en 2020. Et par la suite, c'est une comédie musicale qui vit sa petite vie, on va dire ça comme ça, et s'est jouée en Australie, en Argentine, au Japon, en Pologne, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, une comédie musicale pas ultra connue ni populaire, mais qui continue d'être jouée et qui apparemment, évidemment, se joue pas mal dans des écoles. Apparemment, la licence pour être jouée dans les lycées a été vendue avant la licence pour être jouée hors Broadway. Donc c'est vraiment qu'ils avaient aussi peut-être en tête cette legacy de le jouer après dans les établissements scolaires, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant dans dans les produits dérivés qui n'ont pas lieu, c'est qu'à la fin, tu as cette idée de Dewey qui donc fonde son école, qui s'appelle donc la School of Rock. Moi, j'imaginais bien carrément une marque, voilà, qui dérivait du truc et un programme d'été, la School of Rock. Enfin, il y a de l'argent à faire là, Andrew. Non, ils ont préféré faire une série, une sitcom un peu Dans naze. les autres produits dérivés un peu regrettables, par contre, nous avons donc cette série, une série de 3 saisons quand même, voilà. Diffusée sur Nickelodeon de mars 2016 à avril 2018. J'avais pas trop capté en fait quand je l'ai vu. c'est pas si vieux que ça. Alors que ça fait vraiment ringard, quoi. Oui, on est d'accord. En fait, c'est un format sitcom avec les rires enregistrés clairement fake. Et déjà, ce format était un peu usé à l'époque où c'était on va dire la high des sitcoms, mais en 2016. Ben oui, c'est ça en fait. 2018. C'est ça qui m'a un peu confusé sur la date. Mais en fait, on se rend pas compte que peut-être y a plein de petits sitcoms pour enfants et tout qui continuent d'être sur ce format-là, qui nous paraît complètement dépassé. Et comme on l'a vu parce que voilà, c'était dans notre sujet, mais jamais on aurait regardé ça spontanément. Donc je sais pas. C'est insupportable. Enfin. Donc comme l'indique le fait que c'est sur Nickelodeon, c'est clairement adressé aux enfants, voire éventuellement aux preteens, mais pas plus, parce que c'est vraiment très très râle et pas crête. Ça reprend grosso modo le même concept et les mêmes personnages. Donc on a Summer, la déléguée, Zach, le guitariste un peu timide, Freddy, le batteur rebelle, Lawrence, le pianiste qui croit qu'il est pas cool là. Alors très bizarre changement, le personnage de Tomika n'est plus ni grosse ni noire. 3 petits points. Genre ok les gars. Ça passe pas pour Nickelodeon. Oui, il y a plus de personnages gros et elle devient la chanteuse du groupe mais aussi sa bassiste, une espèce de mélange entre le personnage de Tomika et le personnage de Katie qui était la bassiste dans le film originel, qui deviennent cette personnage de Tomika mais qui n'a plus rien à voir et qui est la meilleure amie de Summer. Enfin, ça c'est pour le coup un gros changement. Il y a plus l'histoire de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que le prof, il est plus question qu'il se fasse passer pour qui il n'est pas. J'imagine que ça aurait du mal à tenir sur la longueur d'une série, ce truc de il doit cacher son identité, etc. Et du coup, l'enjeu principal devient que les élèves doivent cacher ce qu'ils font en classe, c'est-à-dire répéter des chansons de rock toute la journée, à la directrice de l'école. Et il y a toujours cet enjeu final du Battle of the Bands, mais qui est, comme c'est sur 3 saisons, étiré à l'infini. C'est vraiment hyper bizarre, je trouve, l'arrivée du prof. En fait, comme il y a zéro mise en contexte, juste il débarque et comme il a un sweat, on est censé penser qu'il est un petit peu plus déjanté que ce qu'on doit attendre d'un prof. Puis après, on découvre qu'il est complètement bidon, qu'il commence par leur donner des donuts volés dans la salle des profs. Genre, why?
Premier épisode, c'est suggéré qu'il est juste un prof bidon. Il y a d'ailleurs un peu moins cette idée qu'on remplace une culture académique par une autre culture qui est celle du rock. Ça, c'est un peu passé à la trappe. Bon, il évoque vaguement l'histoire du rock au deuxième épisode, mais bon, c'est vraiment survolé. Et ce qui me fait vraiment vriller, c'est, j'aime bien quand les enfants lui disent « Mais si, vous êtes un vrai prof !» Alors qu'il leur ait dit les enfants, je n'ai pas le diplôme pour être prof, je n'ai aucune qualification. » Comme en fait, c'est juste une affaire de point de vue, d'être ou non prof, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a plus rien. Enfin, si, on a des choses, mais sur la vie personnelle du prof, finalement, parce que comme c'est un format sitcom, la plupart des scènes se déroulent dans l'école. Il y a très peu de choses en dehors, parce que c'est des histoires d'économie, de décor, etc. Donc on n'a pas eu tout ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire tout le début où on découvre la vie de Dewey en tant que rocker fauché, etc. Là, on n'a pas du tout toutes ces informations-là. Puis il est toujours dans un groupe, pour le coup. Oui, plus ou moins, ouais, il a un groupe avec qui il est, puis il est plus, enfin, bon. Puis après, il vend des glaces, enfin, je sais pas, c'est très confus. Je suis d'accord avec toi que là, il y a un manque de mise en contexte, ouais, comme tu disais. Il y a aussi l'ajout d'une histoire d'amour qui met les 3 saisons à se concrétiser, parce que j'ai regardé, genre, les 3-4 premiers, et ensuite j'ai regardé le dernier, pour voir si c'était un peu différent. Et globalement, non, hein, c'est toujours la même chose. Mais c'est le principe des sitcoms, mais du coup, comme c'est tout le temps la même chose, les sitcoms, il faut savoir bien faire à l'intérieur, et là, c'est pas le cas. Bref. Donc il y a une histoire d'amour qui met 3 saisons vraiment à se concrétiser entre Summer, donc la déléguée de classe, et Freddy, le batteur. Summer, dans cette version-là, elle a beaucoup moins de personnalité que dans le film. Elle est fade, quoi. Quelle déception, alors qu'elle a vraiment un truc, Miranda Cosgrove. Dans le film, elle a une personnalité, un charisme et tout. Et là, je vais pas critiquer cette pauvre jeune actrice, mais en tout cas, l'écriture de son personnage est très faible, quoi. Et globalement, ouais, c'est faiblard. L'acteur du prof, il est tellement moins drôle, tellement moins charismatique que Jack Black que c'est vraiment gênant. Si tu as la comparaison, c'est un peu terrible à regarder, quoi. Et voilà, globalement, l'écriture est très paresseuse, les gags sont rarement drôles, donc c'est difficile de tenir. Je voulais regarder une saison, mais j'ai vite abandonné. Et quand j'ai vu que tu as abandonné, ça ne m'a pas encouragée, donc je n'en ai regardé que 2. Mais bon, assez objectivement, je pense qu'on est quand même assez bon public, même pour ce genre de choses dont on n'est pas la cible. Et là, c'était mauvais. Voilà, Je pense que t'as raison. Hein. Mais ça a tenu quand même plusieurs saisons, alors peut-être que sur les vraiment petits, quoi, ça peut-être... Je connais pas l'économie Nickelodeon, ça se trouve, oui, ils peuvent renouveler des séries plusieurs fois sans se poser de questions, je sais pas. Je pense qu'on s'est aussi un petit peu dit ça à propos de Disney Channel, et je pense qu'il y a quand même tout un pan de cette filmographie qu'on connaît très mal, et enfin que moi en tout cas je connais très mal, et qui est pourtant essentiel dans à la fois l'économie et aussi la culture de la comédie musicale chez les jeunes américains. Mais tout ça, c'est très, très éloigné de nous, de ce qu'on connaît. Donc, c'est vrai que ça nous apparaît comme très étranger et très mauvais. C'est ça. Voilà. Mais bon, le film et la comédie musicale compensent cette série amplement. Et bien voilà, on arrive au bout. Il n'y a pas d'autres produits dérivés de School of Rock. Non, à part si on monte la All That Jazz / School of Rock Academy. Ne me tente pas, mes 2 passions en une. Et on vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous pour la rentrée du Cinéma Club le dimanche 14 septembre à 16h au cinéma L'Archipel pour voir ou revoir School of Rock. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés, bonne rentrée, bon courage. On passe tous par là tous les ans, on sait. Affûtez vos stylo-plumes. Dites-nous pour les stylo-plumes, stylo-bic, là. On peut faire les sondages sur les stories Insta, là. On fera ça. Allez, ouais, je ferai ça quand on postera l'épisode, je ferai un sondage de fond. Eh bien, merci beaucoup. Mettez-nous des likes. Alors, j'espère que d'ici septembre, on aura réussi à convaincre les 9 personnes manquantes qui nous permettront d'atteindre les 900 followers sur Instagram. Je compte sur vous. Ça serait quand même pas mal, ouais. Et d'ici là, à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut